Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire Rockrider. Et voilà le petit coucou de tous les invités. C'est la troisième édition du webinaire Rockrider cette année. Et le sujet de cet après-midi, c'est comment choisir son VTT électrique. Donc, l'objet de cette heure que nous allons passer ensemble, c'est de répondre à vos questions sur cette thématique en essayant de rester lié à la pratique tout-terrain. Il y aura peut-être des questions qui vont déborder sur d'autres pratiques électriques. Nous, on va essayer de rester focalisé sur le tout-terrain. C'est le sujet qui nous intéresse ce soir. Voilà, je suis accompagné d'invités de marque, de personnes très importantes chez Rockrider qui se sont mises sur leur 31 aujourd'hui, enfin au moins pour la partie haute des vêtements. Ouais. Voilà. On ne viendra pas vérifier ce qu'il y a en bas. Mais en tout cas, voilà, ils vont commencer par se présenter. Juste avant, je voudrais vous rappeler le mode de fonctionnement pour les nouveaux venus. L'objectif, c'est de poser vos questions et nous, on va essayer d'y répondre le mieux possible et de manière la plus transparente possible et la plus simple possible. Pour poser vos questions, le lieu le plus simple, c'est l'onglet questions qui se trouve à côté de l'onglet chat. Donc là, actuellement, vous êtes sur le chat. Vous nous dites d'ailleurs tous bonjour et c'est très sympa à vous. Je vous propose de basculer sur la partie questions. Comme ça, là, vous allez pouvoir poser vos questions et nous permettre d'y répondre. Je vous rappelle également que ce webinaire sera diffusé en replay, donc vous recevrez par mail pour les inscrits sur le Facebook Rockrider Bikes et sur le YouTube Decathlon Rockrider. Donc, il y a possibilité de le revoir ensuite si ça vous intéresse. Voilà. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet et donc je propose à nos invités de se présenter. Alors on va peut-être commencer par Raph. Alors, vous allez voir, c'est une équipe très internationale. Donc Raph, je te laisse introduire le sujet, expliquer ce que tu fais chez Rockrider. Et voilà. Bonjour. Donc voilà, l'accent est italien. François FX a spoilé un peu. Moi, je suis chef de produit chez Rockrider. Donc, je travaille avec mes collègues qui vont se présenter sur le développement de produits électriques, donc IVTT, VTTAE en France, et sur la partie de VTT et équipement de pilotage. Donc, cela fait un peu moins de 2 ans que j'ai rejoint l'équipe et je suis bien content d'être parmi vous. Donc, je laisse la main à Rémi, Zigor, d'abord international. Zigor, allez. Allez, Zigor. Alors, là, c'est un peu plus compliqué, tu vois, mais c'est pas. Donc, Sigor, je suis ingénieur produit d'origine espagnole côté pays. Je suis ingénieur produit sur la gamme VTT électrique. Je suis avec Rémi, donc on travaille avec Raph pour proposer des super produits. Top, merci Zigor. Et Rémi, à ton tour. Et donc, moi, Rémi, c'est un peu moins international. En fait, je suis français, mais d'origine normande. Et donc, voilà, donc je suis ingénieur produit sur les VTT électriques, tout comme Zigor, et un peu plus spécialisé sur le segment randonnée au niveau de la gamme. Et donc, dans l'entreprise depuis 12 ans, dans le domaine du VTT. Super Rémi, et puis merci à tous les trois donc, d'être présents cet après-midi. Ce que je vous propose, c'est de démarrer par une première question pour nous chauffer, parce que moi aussi j'ai des questions à vous poser. La première, c'est est-ce que le VTT électrique, c'est du sport? Et donc du coup, j'ai envie de la poser à Raph, cette question, pour introduire ce sujet. FX, oui, bien sûr, c'est du sport. Après, c'est sûr qu'on est assisté par un moteur qui est intégré dans le vélo, mais je vous assure que c'est du sport. Peu importe votre niveau d'usage, ça reste du sport. Vous pouvez parfois même vous mettre bien dans le dur, même en électrique. D'ailleurs, ça m'arrive souvent quand je sors avec mes collègues, on est un peu plus dans la montagne, on fait quand même des petits battles et je peux vous assurer que le cœur monte bien, il arrive, parfois il dépasse à 180
plus par minute, comme en musculaire, mais c'est un effort différent. Donc effectivement, il y a un peu moins d'endurance parce qu'on est assisté, et surtout on va plus vite parce qu'il y a le moteur, ça c'est clair. Il y a quand même quelques collègues qui arrivent à nous suivre même sans moteur, mais ça reste plutôt une exception. Ouais, on va dire, ils ont des gros moteurs internes, on va dire. Ouais. Et d'ailleurs, que vous soyez en plaine, en colline, à la montagne, ça reste bien du sport, parce que c'est juste une assistance. Il faut bien pédaler. Il n'y a pas une manette, un accélérateur, il y a une assistance au pédalage. Ok, parfait. Et donc du coup, j'imagine il peut y avoir des différences dans la pratique par rapport au VTT musculaire et dans le pilotage. Oui. Alors, il y a une différence dans la pratique. La pratique reste la même du VTT. Par contre, elle est amplifiée, on va dire. Elle est surtout plus accessible pour les personnes qui sont soit moins à l'aise au départ, soit ils ont un niveau de condition physique. Par exemple, si vous êtes à la montagne, vous faites pas tout de suite 1000 mètres de dénivelé, une sortie, si vous n'êtes pas entraîné. Avec le VTT électrique, vous pouvez le faire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui rend accessible de façon plus simple la pratique du VTT. Mais encore une fois, que vous soyez un expert ou plutôt dans une pratique loisir, le VTT électrique va vous permettre de pouvoir accélérer et accéder à cette pratique de façon soit plus ludique, soit plus simple, soit tout simplement pour partager avec des personnes qui ont un niveau différent de vous. Chose qui est beaucoup plus simple en VTT électrique qu'en VTT traditionnel. Ok, ça rend du coup la pratique encore plus accessible et c'est top puisque c'est un peu l'ADN de Decathlon de rendre accessible le sport, donc ça tombe pile poil. Avant de commencer à répondre à vos questions, j'ai aussi une autre question qui peut permettre de structurer un peu l'échange. Qu'est-ce qui est important à regarder quand on souhaite acquérir un VTT électrique? J'entends par là sur l'équipement et les spécifications du vélo et surtout peut-être aussi répondre à la question la différence entre le moteur un moteur roue et puis un moteur boîte, un moteur central. Donc Raph, tu peux peut-être aussi répondre sur cette question. Après, normalement, je piétine un peu sur les compétences de mes collègues, donc je pense qu'ils sont plus pertinents que moi à répondre, même si bien évidemment, ils sont bien formés. On te rattrapera au vol, Raph, si jamais ça dérive. Pas de souci. Rémi, alors vas-y, ça te démange, tu peux prendre la main. Ok. Ouais, donc effectivement, dans ce cas-là, on va démarrer par le fait qu'il n'y a pas uniquement le fait qu'il y en a un qui soit dans la roue arrière et l'autre qui soit central, qui soit au niveau du pédalier. Les deux sont bien des moteurs électriques, qu'on soit à l'arrière ou à l'avant. Par contre, sa position va avoir un impact assez important sur l'usage. En fait, un moteur roue arrière, il va entraîner directement la roue arrière, et donc il va tourner à une vitesse qui va être proportionnelle à la vitesse de votre roue arrière. Ok, ça c'est une première chose à comprendre. Le moteur central, lui, il va tourner à une vitesse qui va être proportionnelle à la vitesse de pédalage que vous avez. C'est-à-dire que du coup, selon la vitesse à laquelle vous voulez rouler, selon le dénivelé que vous êtes en train de monter, il y en a un, vous allez pouvoir ajuster sa vitesse de rotation et être dans une plage de fonctionnement qui va être optimale pour le moteur en jouant sur les vitesses, et alors que l'autre va vraiment dépendre de la vitesse à laquelle vous êtes en train d'avancer. Et cette première partie, même si on prenait des moteurs en gros de même puissance, ce qui n'est pas forcément le cas dans notre gamme aujourd'hui, mais si on prenait des moteurs de même puissance, aujourd'hui, dans une forte pente à faible vitesse, le moteur roue arrière va être moins performant parce qu'il ne tournera pas assez vite pour arriver à tirer son potentiel. Le moteur central, par la démultiplication des vitesses, on va arriver à le faire tourner dans sa plage de fonctionnement optimum, et donc il va être plus adapté pour monter des forts dénivelés. Après, il y a aussi d'autres différences entre le moteur central et le moteur roue arrière, qui sont, de par sa position, la répartition des masses sur le vélo. Donc un vélo que vous souhaitez utiliser plutôt pour du pilotage et retrouver des sensations de pilotage proches d'un vélo classique, il va plutôt falloir privilégier un vélo en moteur central qui va être beaucoup plus facile à manier, alors qu'un moteur roue arrière, pour vous donner un ordre d'idée, on a des roues arrière qui atteignent les 6 kg, 6,5 kg,
Donc, ça commence à se faire vraiment sentir en termes de répartition de poids. Et c'est des vélos dans des enchaînements techniques qui vont être un petit peu plus durs à manier. Par contre, le moteur roue arrière, il n'a pas que des inconvénients. Il a quand même quelques petits avantages. Pour des usages qui sont un peu mobilité, il a un intérêt, il a tendance à pousser le vélo. C'est-à-dire que la roue arrière se met à pousser le vélo, alors que le moteur central, lui, il vient tirer très fort sur la chaîne. Donc le moteur roue arrière, il sollicite moins la transmission. Et si on ne fait pas du fort dénivelé, qu'on fait plutôt du plat pour de la mobilité douce ou pour du VTT en région, on va dire, faiblement vallonnée, on a tendance à faire aussi un peu de sortie en famille, je ne sais pas, moi, sur du chemin carrossable, le bord de la Deule que nous, on connaît dans le Nord. Là, le moteur roue arrière va être très adapté pour ce type de sortie. Parce que du coup, il va moins user votre transmission et puis il va demander moins de sollicitations mécaniques sur le reste du vélo. Et le dernier avantage, vous le verrez tout simplement dans la gamme de prix de nos vélos, vous vous rendrez compte que le moteur roue arrière est aussi moins cher. Et c'est ce qui nous permet de rendre nos VTT électriques plus accessibles et de descendre en dessous de 1 000 € pour certains modèles. Ok, super. Donc, il y en a pour tous les usages. Et les deux types de conception répondent à des usages bien précis. Avant de continuer avec la question suivante, j'ai envie de vous poser une question. Donc, vous voyez, il y a à côté de l'onglet questions, il y a un onglet sondage. Et donc, Amandine, qui est en back-office avec Charles d'ailleurs, on les salue, vont vous poser donc une première question, un premier sondage. Je pense qu'il est en ligne, donc il suffit de cliquer sur l'onglet sondage. Et la question, c'est roulez-vous déjà en VTT électrique? Et donc là, il y a deux possibilités, c'est répondre oui ou répondre non, pas encore. Et on espère qu'on vous aura convaincu à la fin de l'heure passée ensemble. Donc vous pouvez aller sur l'onglet sondage et répondre aux questions et répondre au sondage, pardon. Et voilà, tant qu'on est aussi sur les petites infos. Là, on a une première question qui était pourquoi le stylus est en rupture de stock. Alors, je sais que le sujet du stock est un sujet qui est très sensible en ce moment, pas que chez nous. Donc voilà, ce soir on va répondre à la question du stylus parce qu'il est pas réellement en rupture de stock, mais en tout cas sur la partie rupture, ce soir on a décidé de vraiment rester focalisé sur le VTT électrique, ses avantages, répondre à vos questions. Sur toute la partie stock et dispo, on sait que cette année c'est une année très compliquée en termes de composants, donc la disponibilité des vélos, que ce soit chez nous ou à la concurrence, elle est très tendue. Donc on va vraiment se focaliser sur la partie la partie technique et essayer de répondre à vos questions. En ce qui concerne Decathlon, la meilleure solution pour avoir un vélo, c'est ce qu'Amandine a répondu sur la partie questions. C'est bien sûr de se mettre une alerte sur decathlon.fr sur le modèle qui vous intéresse. C'est la solution la plus rapide et la plus pertinente pour récupérer un vélo en stock quand il arrive. Voilà. Maintenant, concernant cette question, puisque on va pas faire de langue de bois, on va y répondre malgré tout. Alors le stylus, en fait, il est en rupture de stock, oui et non, puisqu'il y a une version 2 qui arrive. Et alors, qu'est-ce qui peut nous donner les infos de la version 2 et des différences? Raph, vas-y. Alors, il est déjà arrivé en quelque sorte le stylus V2. Il y a eu une première vague de livrets, mais qui est partie si vite. C'est-à-dire en moins de 2 jours, on a vendu les quantités qui sont arrivées. Il y a environ une livraison toutes les 3 semaines de stylus V2 dans notre réseau de magasins, mais c'est une exclusivité Internet parce que de toute façon, on n'a pas les quantités pour pouvoir arroser notre réseau des magasins. Donc, effectivement, comme il y a les questions-réponses et Fix vous a dit, il faut aller sur le site, sélectionner la taille et une fois que vous êtes sur votre taille, mettre l'alerte pour pouvoir le réserver. Vous recevrez derrière une alerte quand il rentre en stock.
Et en ce qui concerne les différences, Fix, parce que tu me l'as quand même glissé, par rapport à la V1, bah, en fait, la grosse différence est sur la batterie. C'est-à-dire que, d'ailleurs, dans certains commentaires avis clients sur les sites, il y a des commentaires sur l'augmentation du prix. Ah oui, le prix est augmenté par rapport à la V1. Par contre, il n'est pas augmenté juste pour des coûts ou pour une marge plus élevée des Decathlon, mais tout simplement parce que on a fait des upgrades, surtout en ce qui concerne la batterie. C'est-à-dire qu'on est passé d'un modèle V1 avec 500 Wh de batterie à un modèle V2 qui a 625 Wh. Donc, beaucoup plus d'autonomie sur votre vélo. Ça vous permet de faire vraiment des sorties plus longues, en durée et ou en dénivelé. Donc, ça, c'est la principale différence. Et après, c'est une version 2021 en termes de soft. Donc, elle a plus de couple. Elle a des fonctionnalités comme l'Extended Boost, comme on va dire, des plages de réglages différentes selon les modalités sur votre moteur. Donc, effectivement, c'est à la fois un moteur plus performant et aussi une batterie plus puissante, avec plus de capacité. Pas forcément plus puissante, mais avec plus de capacité, parce que là, sinon, mes collègues ingénieurs, ils vont me rappeler à l'ordre. Voilà. Et après, on a fait une autre modification, c'est les manivelles qui sont un peu plus courtes par rapport au modèle V1, parce qu'il touchait souvent au sol. Donc, on a augmenté la garde au sol pour améliorer l'expérience dans l'usage. Voilà pour les différences. Ok, super. Merci, merci Raph. Et en fait, du coup, tu m'as donné envie de poser d'autres questions, mais on va déjà répondre aux questions des internautes, pardon. Et il y en a une qui sollicite Zigor directement. Donc Zigor, prépare-toi à répondre à la prochaine question. Est-ce que tu vas nous faire un VTT électrique all mountain, j'imagine badgé Rock Rider? Alors, on y travaille. Les Stylus, c'est un vélo qui nous permet justement de prendre le temps de bien faire les choses et pouvoir vous proposer le plus tôt possible un super VTT all mountain à notre image, comme nous on les aime bien. Ok, super. Merci Zigor. Voilà, l'idée c'est vraiment de bien faire les choses et de prendre toute l'expérience possible avec le stylus et ensuite de faire à notre nom. Une autre question d'ailleurs du même internaute pour l'entretien des moteurs électriques. Que ce soit central ou arrière, est-ce qu'il y a des précaux, est-ce qu'il y a des choses particulières? Autant je pense qu'on connaît tous à peu près bien l'entretien mécanique d'un vélo, et sur la partie électrique, est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention et des entretiens programmés, on va dire? Ils sont seulement formés, pas plus tard que... Non, je rigole. Je beaucoup, donc j'ai quand même quelques notions. Par contre, j'ai été repris sur un chiffre par Zigor, justement, il n'y a pas longtemps. En fait, les entretiens sur un vélo électrique, sur la partie mécanique, restent exactement les mêmes que sur un VTT classique. Donc, clairement, il faut le nettoyer assez régulièrement. Il faut bien le sécher et bien le lubrifier. Parce que si vous le nettoyez au jet et vous le laissez comme ça, c'est pas vraiment la meilleure solution. Il faut vraiment le sécher rapidement et le lubrifier sur les parties en mouvement, donc la chaîne avec le lubrifiant dédié, la transmission en général, et tous les éléments, on va dire, comme la fourche, ou si vous avez utilisé des télescopiques ou un amorto, avec un peu de lubrifiant au silicone globalement spécifique. Donc ça, c'est pour la partie basique mécanique. Sur la partie spécifique VTT AE, qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors, une première question qui revient souvent, c'est qu'est-ce que je dois faire si je dois stocker ma batterie? Alors, première chose, la batterie, justement, elle peut être stockée sans problème. C'est-à-dire, par exemple, pendant l'hiver, si vous ne sortez pas, vous pouvez laisser votre batterie à repos, on va dire. En revanche, il y a deux choses à retenir. La première, c'est le fait de ne pas la stocker à vide, justement, mais de la stocker idéalement, et c'est là qu'ils m'ont corrigé, à 60%, pas plus pas moins. L'important, c'est qu'on la laisse pas vide. Effectivement, le point idéal, c'est 60%, mais en tout cas, ça permet de garder et de prolonger la durée de vie de la batterie. Ainsi, une autre chose, c'est
Si vraiment vous l'utilisez pas, par exemple, vous avez le VTT électrique dans votre lieu de vacances, donc vous n'êtes pas tout le temps. Bah, l'important, c'est quand même la recharger au moins une fois par an. Parce que autrement, effectivement, la batterie se vide et du coup, bah, forcément, on réduit sa durée de vie dans le temps. Donc ça, c'est une première chose à retenir. Après, concernant les moteurs, bah, les moteurs, ils sont assez costauds, on va dire, en termes de entretien classique. Il n'y a pas de grandes choses à faire parce qu'ils sont complètement étanches, on va dire. Bien sûr, il y a des entretiens plutôt de niveau extraordinaire, mais dans l'entretien classique, il y a presque rien à faire. Là, je laisse aussi la main à Zigor et Amy. Ils ont peut-être des conseils à vous donner, mais en tout cas, pour moi, je suis celui qui roule le plus souvent et j'ai ce plaisir parce que ça fait partie de mon métier, mais je fais pas que ça. Et clairement, dans l'usage, les moteurs, je les démonte seulement s'il y a un vrai problème et certainement pas dans l'entretien régulier. J'ai peut-être quelques petits compléments du coup, mais je vais éviter de te paraphraser. Il y a quelque chose d'important sur le côté de recharger votre batterie une fois par an. Le fait de pouvoir finalement stocker une batterie pendant un an, c'est pas forcément vrai chez toutes les marques, c'est vrai chez nous parce que nos batteries sont équipées d'un système de mise en veille automatique qui permet de limiter le phénomène d'autodécharge. Si vous achetez des vélos premier prix ailleurs, c'est pas forcément le cas. Et nos premières générations de vélos-ville, par exemple, quand on a débuté un vélo électrique chez Decathlon, c'était plutôt une recharge entre 3 et 6 mois qui était importante. Donc ça dépend si votre batterie a bien un système de mise en veille automatique. Donc ça, c'est une donnée importante. Et puis, moi, ce que je rajouterais pendant l'entretien, souvent, moi, on me posait la question, est-ce que je dois démonter ma batterie pour laver mon vélo ? Et donc, c'est le petit truc en plus. En fait, surtout nos VTT, notre connectique est bien faite pour être étanche. Et il faut plutôt laisser la batterie sur le vélo si vous lavez votre vélo au jet d'eau, parce que ça va protéger les connecteurs de la corrosion. Si jamais vous êtes amené à nettoyer quand même le vélo sans la batterie, parce qu'il y a un peu de terre qui est rentrée à droite ou à gauche, pensez soit à protéger le connecteur ou éviter le jet d'eau dans ce cas-là, et puis nettoyer cette partie-là à l'éponge. Et si jamais le drame est survenu et que vous avez un connecteur d'oxydé, ben dans ce cas-là, vous trouverez des nettoyants connecteurs sur le marché facilement qui peuvent améliorer les contacts électriques. Mais c'est cette petite chose à laquelle il faut penser en plus par rapport à l'entretien classique avec le normal. Et le reste, tu l'as dit, Raph, il y a de l'entretien exceptionnel comme le changement de courroie sur un moteur électrique pour nos modèles 520 et 900 qui a lieu tous les 15 000 km et qui est recommandé. Un peu comme la courroie de distribution sur une voiture, c'est recommandé. Dans les faits, ça dure plus longtemps, mais c'est pour éviter de vous retrouver sans assistance électrique parce qu'une courroie a cassé. Il y a de l'entretien préventif à faire. Ok. Comme entretien préventif aussi, les petites sprays, les petits liquides et nettoyeurs de connecteurs, c'est très utile. Moi, personnellement, je l'ai fait chaque fois que j'élève mon vélo en profondeur. Ça prend 2 secondes, vous le faites. Ça évite que ça corrode, que ça aille plus loin. Ouais, ça permet de garder aussi un peu d'étanchéité, j'imagine, sur le système. Et du coup, là, j'ai 2 questions sur les batteries. On va essayer d'en faire une. Il y a la première, c'est comment on peut économiser une batterie pour faire une sortie longue. Donc j'imagine que c'est Amandine a répondu un peu ce que Raph avait répondu sur le stockage. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse répondre en pratique au fait quand on roule. Comment on peut augmenter son autonomie et du coup aller parce qu'aujourd'hui on nous promet des autonomies que ce soit en kilomètres ou en heure et comment on fait pour les atteindre et ensuite on pourra aussi répondre à une autre question qui concerne les batteries, c'est sur la durée de vie des batteries. Mais déjà si on peut se focaliser sur la partie autonomie, Alors, comment on fait pour utiliser ça? Je prends la main sur la partie usage et je laisserai Zigor et Rémi répondre sur la partie technique, sur la durée de vie. Alors, donc, la partie usage, effectivement, vous retrouvez souvent soit des kilomètres, soit des heures de sortie dans la durée de batterie que votre batterie a. Donc, si vous avez une batterie de 420, de 500 ou de 625, forcément, votre autonomie, elle est différente parce que c'est qu'on appelle 420, 500, 625 par exemple, c'est comme un réservoir d'une voiture globalement. Plus il est grand en litres et plus vous avez de capacité. Cela ne veut pas dire par contre que vous allez
plus loin ou plus longtemps. C'est comme en voiture, c'est la même chose. Si vous avez un réservoir de 40 litres, mais vous allez à fond sur l'autoroute, forcément, vous faites moins de kilomètres que si vous allez tout doucement et vous roulez à 90 km/h. Donc, certainement, la capacité de la batterie, c'est un premier point, mais ce n'est pas le seul. Des conseils pour pouvoir, du coup, augmenter la durée de votre sortie. La première, forcément, c'est comme l'exemple de la voiture, forcément, si vous êtes tout le temps en mode boost ou en mode modalité 3 ou 4, forcément, votre batterie va durer moins parce que vous avez beaucoup plus d'assistance. Donc, vous avez un support plus fort, vous pouvez monter des montées plus raides sans avoir, en vous fatiguant moins, on va dire, ou en allant plus vite. Par contre, votre autonomie baisse. Donc, première chose, si vous voulez allonger votre sortie, restez en mode éco ou en modalité 1 sur l'assistance. Deuxième chose importante que beaucoup de personnes ne font pas d'ailleurs, c'est avoir la bonne cadence de pédalage. Souvent, on peut observer que le fait d'avoir un électrique et avec un moteur, on laisse tout le temps la vitesse sur la plage, on va dire, avec des longs rapports, des longues vitesses, et forcément, on fait faire tout l'effort au moteur. Or, cela n'est pas idéal parce que je ne rentrerai pas dans l'histoire de courbe parce que je laisserai Rémi Osiger rentrer là-dedans, mais en tout cas, les moteurs, ils ont une plage d'usage qui est optimale et que normalement est plus adaptée. Il leur permet de consommer moins quand vous faites tourner les jambes, quoi. Donc, quand vous êtes pour donner des repères, je te coupe, c'est juste pour donner des repères sur à quel point ça peut influer, que ce soit sur un moteur roue avec lequel on ne va pas assez vite, donc qui tourne faiblement, ou un moteur central avec lequel on a une faible cadence. Quand on fait du démarrage en côte, par exemple, on peut chuter à 30% de rendement uniquement. C'est-à-dire qu'il y a seulement 30% de l'énergie électrique qui est transformée en énergie mécanique. Si vous êtes sur la bonne plage, les rendements sont plutôt entre 80 et 85% de l'énergie électrique qui est transformée en énergie motrice. Donc, c'est plus que du simple au double. Donc ça, effectivement, c'est une donnée importante. Et donc cadence pour les moteurs centraux, mais vitesse pour les moteurs roue arrière. Donc ça veut dire... Voilà la technique de l'ingénieur avec les chiffres et les rapports. Merci, Rémi. Et donc aussi la technique du cycliste sur le vélo, ça veut dire que le VTT électrique, c'est bien un sport et il faut aussi bien choisir ses rapports, bien changer ses vitesses pour retirer la quintessence du produit. Et il y a un bon rendement entre 60 et 100 RPM, donc la plage, elle est quand même très large. C'est juste qu'il ne faut pas être tout le temps en danseuse sur le petit pignon, quoi. Parce que là, forcément, c'est pas bon, mais la plage, elle est large. Si vous êtes en train de randonner en balade ou de manière sportive, vous êtes dans la bonne plage. Faut pédaler comme sur un VTT classique, en fait. Donc, faire bien choisir son rapport. Et est-ce que j'imagine que lors des phases d'accélération, aider le moteur, c'est plutôt bénéfique pour l'autonomie parce que c'est là qu'il consomme le plus, ou je me trompe? Non, mais en fait, les moteurs, ils assistent quand tu pédales. Si tu pédales pas, les moteurs, en fait, c'est un ratio. On parle de ratio de 100, 200, 300. Donc, quand tu mets 5 watts, les vélos, il va te donner 100, 200, 300 en fonction du mode. Mais d'abord, pédalage. Si tout le monde ne pédale pas, les vélos, ils n'accélèrent pas. Donc, il faut accélérer, les vélos, il va nous accompagner. Et après, c'est très important de bien jouer avec les modes pour l'adapter à ce qu'on a besoin. Si on est sur les modes les plus puissants, oui, il va nous donner du 300 et quelques d'assistance. C'est très bien, c'est très marrant. En partie, ça dure beaucoup moins de temps. Ok, donc c'est une fausse idée que de dire que si on met de l'énergie, si nous on insiste fortement au pédalage lors des phases d'accélération, on gagne de la batterie puisque le moteur il va aider en proportion. Je vais te dire, en fait, ça dépend du vélo et ça dépend du système d'assistance. Tu as un IFT 100 avec un capteur de cadence qui ne capte pas la puissance que tu mets. Il capte juste la cadence à laquelle tu vas. Donc, plus toi, tu vas mettre d'énergie, plus effectivement, tu vas faire avancer le vélo. Le moteur ne va pas forcément en fournir plus et donc, tu vas le soulager. Et là, c'est vrai pour ce que tu dis avec un IST 100. Si on te parle d'un IST 520, un Stylus, un IST 900, plus tu appuies fort, plus, au contraire, tu vas avoir de support et plus il y a de courant qui va te tirer sur le moteur. Plus il va se dire, j'ai une personne qui cherche à faire du sport, à booster, à aller vite. Et donc, le comportement va être plutôt, je vais lui donner encore plus de pêche. Et donc là, tu vas consommer encore plus.
Donc, ça dépend du modèle. Il n'y a pas de vérité générale. Donc sur des modèles avec des capteurs de couple, des moteurs centraux, en fait, le choix du rapport de vitesse est primordial pour économiser la batterie et puis pour mieux fonctionner. On va dire que c'est le point sur lequel on peut vraiment le plus jouer. Ouais. En fait, les moteurs centraux, il y a une bonne analogie qu'a fait tout à l'heure Raph. C'est complètement comparable au comportement d'une voiture. C'est-à-dire que si tu conduis de manière sportive, tu vas consommer plus. Donc, c'est lié au pédalage, au pilotage, aux relances, etc. Plus tu le charges, ta voiture, plus tu la charges dans le coffre, plus tu mets de personnes dedans, plus tu es lourd, moins tu vas aller loin. Plus tu vas monter en montagne, plus tu vas consommer. Plus tu vas avoir tes pneus dégonflés, plus tu vas consommer. Et là, en fait, tu peux faire toutes les analogies avec la voiture. Je pense qu'il n'y en a pas une seule qui est mauvaise. Même le rapport sur lequel tu es, à 5000 tours parce que tu es en première sur l'autoroute, bon, sur la voiture, t'éclates le moteur. Nous, chez nous, non, ça tient quand même. Mais vraiment les mêmes analogies. Donc, très important de bien choisir son vélo par rapport à ce qu'on va faire, parce que tout ce qu'on traîne en trop, on les paye en autonomie. Si on a besoin d'un vélo très light, on prend un vélo très light. Si on a un vélo très costaud pour faire de la descente, si l'électrique, sur du plat, va se comporter, finalement, il ira beaucoup moins loin parce qu'il est beaucoup plus lourd. Il y a une question souvent m'est posée en faisant une analogie. On a par exemple des clients qui ont acheté des IST 900 par exemple pour le mari et la femme. Donc en couple, ils ont acheté le même vélo. Et j'ai eu des questions sur comment, par exemple en disant le vélo de ma femme, il a plus d'autonomie. Souvent, c'est aussi dû. Après, je connaissais pas forcément le niveau de forme des deux personnes, mais souvent, en fait, on pense que le poids de la personne n'impacte pas sur l'autonomie. C'est un peu comme l'exemple de charger plus ou moins la voiture. C'est la même chose. On va dire, si vous mettez un moteur de 150 chevaux sur une voiture qui pèse 1 tonne ou une voiture qui pèse 2 tonnes, forcément, le niveau d'autonomie n'est pas la même. C'est le rapport poids-puissance qui compte. Donc, effectivement, si par exemple votre femme fait 60 kg et vous en faites 80 ou 90, forcément, avec en plus l'assistance du moteur, en plus d'avoir plus d'autonomie, souvent, elle roulera même plus vite en montée. Parce que le rapport poids-puissance, il est très positif. Merci pour le coup, le poids de l'utilisateur par rapport à une voiture, vous imaginez, le poids de l'utilisateur, il est énorme devant le poids du vélo. Donc, quelqu'un de 2 fois plus lourd, spécialement sur un parcours avec du dénivelé, c'est vraiment 2 fois moins d'assistance en kilomètres. Vous pouvez faire vraiment une règle de 3, ça marche, quoi. Il y a une sortie de 1000 mètres de dénivelé, quelqu'un qui fait 100 kg aura 2 fois moins d'autonomie que quelqu'un de 50. Ok. Ouais, c'est plutôt clair pour cette partie sur l'autonomie de la batterie. Et après, un deuxième aspect des batteries, parce que c'est un sujet important, c'est la durée de vie d'une batterie. Combien de temps ça dure? Alors, j'ai pas envie qu'on me réponde ça dépend, mais même si ça dépend. Mais de manière générale, qu'est-ce qu'on peut répondre dessus? Qui veut prendre peut-être un Rémi ou Zigor? Je te laisse un peu parler, Zigor. Comme tu veux. Vas-y. Les batteries sont. En fait, une batterie, oui, ça va dépendre de comment on l'utilise, comment on prend soin d'elle. Une batterie, elle est garantie un nombre de cycles en fonction de la batterie du fabricant. C'est un nombre de cycles. Elle est garantie, ça veut dire que pendant ces durées-là, elle va avoir 80%, elle va récupérer toujours 80% de sa capacité. Ce n'est pas dire pour autant que la batterie elle est morte à la fin. Non, elle peut continuer. Après, quelqu'un qui roule normalement, qui roule beaucoup, une batterie elle va durer entre 3, 4, 5 ans. C'est compliqué que ça aille plus loin parce qu'à un moment, la capacité va descendre. Donc, il faut tout faire, surtout au départ, quand elle est neuve, de bien prendre les bons réflexes de les stocker, comme on a dit, charger, éviter d'arriver en fond de cuve en voiture. Il faut éviter d'arriver au fond de cuve de la batterie, c'est exactement pareil, pour qu'elle puisse garder toujours un bon état de forme. Après, elle va petit à petit, elle va perdre. Mais bon, si on la garde, si on fait bien les choses, la garantie va vous dire, écoute, elle va garder 80% encore de ses capacités, qui est déjà très bien.
Si je vous donne un exemple sur un IST 900, par exemple, quand on garantit 500 cycles, un cycle, c'est bien une décharge et une recharge complète. Donc, si vous êtes sorti, vous avez utilisé que 10% de la batterie et que vous la rechargez, c'est qu'un dixième de cycle. Ça, c'est la première notion importante. Et puis, en gros, l'autonomie moyenne nous qu'on a relevée là chez nos utilisateurs sur le 900, on était entre 50 et 60 km sur des parcours quand même avec pas mal de dénivelé, parce que ça varie entre 20 et 140. Pour vous dire à quel point les plages d'autonomie sont larges, mais avec une durée moyenne sur une décharge complète de batterie de 60 km, ça veut dire qu'au bout de 500 cycles, j'aurai encore plus de 80% de l'autonomie d'origine et j'aurai parcouru 36 000 km. Donc, 36 000 km avant de les faire sur le vélo, vous êtes bien, quoi. Et donc, voilà, faut imaginer que c'est pas un composant d'usure, la batterie. Si c'est bien entretenu, ça n'a rien à voir avec un pneu, une chaîne, une plaquette. C'est pas quelque chose qu'on change souvent, heureusement, parce que c'est quelque chose qui coûte quand même assez cher. Mais voilà, c'est pas un composant d'usure. Si vous l'entretenez bien et que vous la faites pas, j'en sais rien, tomber d'une voiture ou d'un immeuble ou quoi que ce soit, que vous l'explosez pas, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose qui va vraiment durer. Et puis nous, on a la chance aussi quand la batterie elle marche plus, et on peut toujours pédaler. C'est pas comme une voiture qui a plus d'essence et qui avance plus. Le VTT reste un VTT classique avec un petit peu plus de poids. Un autre paramètre qui influe énormément dans l'autonomie, on n'a pas parlé, c'est la température extérieure. Quand vous roulez l'hiver, vous serez moins d'autonomie que quand vous roulez l'été. C'est par la chimie de la batterie. Quand elle est froide, elle a du mal à transformer, à sortir de l'énergie. Ok. Donc en fait, le stress de la durée de vie de la batterie pour l'achat d'un vélo, il n'y a pas besoin de se stresser. La batterie vous accompagnera tout au long de la durée de vie de votre vélo si on respecte bien les conditions d'entretien, de stockage. Comme tu l'exprimais, Rémi, 36 000 km. Finalement, il y aura d'autres composants d'usure qui seront passés avant, en fait. Super. On a. Alors, Raph, ouais, je vois que t'as répondu à une question. T'as répondu à une question produit. On a une autre question produit sur le IST 900. Alors, est-ce que c'est un vélo qui est réservé à la montagne? Alors, a priori, c'est un vélo, on fait des vélos tout-terrain. Donc, est-ce que ce modèle, il est réservé à la montagne? Et je pense que l'internaute qui a posé la question le comparait aussi sur le IST 520. Il avait aussi relevé des avis clients. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur les différences entre le 520 et le 900 et quels sont leurs terrains de prédilection? Alors, c'est vrai qu'ils sont de VTT, mais VTT ne veut pas dire que montagne. Les VTT, ils peuvent être utilisés un peu partout. C'est juste qu'ils sont en tout terrain, donc sur le plat, en colline, à la montagne, en moyenne montagne, à la montagne. Donc, si vous retenez cet exemple-là, donc plaine plutôt, colline, moyenne montagne, montagne, on va dire que les IST 900 et les IST 520, comme tous les VTT semi-rigides, surtout les électriques, ils sont plutôt adaptés sur la partie colline. Et si vous avez un usage pas trop intensif, en moyenne montagne. Certainement pas en montagne, parce que globalement, sauf si vraiment vous faites des chemins très larges et peu, on va dire, avec peu de franchissement et pilotage, alors là, vous pouvez bien évidemment le faire, parce que, comme a expliqué Rémi au début, tous les deux, ils sont équipés d'un moteur central avec un couple assez important. Donc, vous n'aurez pas des problèmes dans les montées avec les deux vélos. Par contre, en étant des semi-rigides, forcément, leur niveau de performance en descente, il est moins bon qu'un VTT suspendu. Donc, forcément, plus vous avez un usage engagé et plus vous habitez dans des endroits dans lesquels il y a beaucoup de dénivelé, et forcément, moins ces vélos ils sont adaptés. En revanche, si vous habitez à la colline, si vous habitez à la moyenne montagne et vous voulez faire surtout, vous faites du vélo avec un esprit de randonnée, donc de plaisir, de partage, de bien-être, alors là, c'est clairement les vélos qui font pour vous. Ok, très bien. Donc, c'est vraiment qui vous êtes,
quelle motivation vous avez quand vous voulez pratiquer le VTT et où vous habitez aussi. Parce que si vous habitez au milieu des Pyrénées, au milieu des Alpes, ou si vous habitez dans le Nord, bah forcément, vous n'avez pas besoin du même vélo. La partie électrique vous permettra de grimper, mais par contre, si ça y est du terrain cassant, bah là, c'est le VTT. Dans sa partie classique, il faut le choisir de la même manière. Okay, donc, ouais, le choix de la géométrie, d'un semi-rigide ou d'un tout suspendu, toutes ces questions qu'on peut se poser quand on achète un vélo de manière traditionnelle, c'est aussi important pour un vélo électrique. Je vous propose avant de continuer d'aller sur l'onglet sondage à nouveau et de faire un deuxième sondage. Donc, on a vu 88% d'entre vous ne sont pas équipés de VTT électrique, donc vous êtes au bon endroit. Comme ça, j'espère qu'on va pouvoir vous aider à choisir. Et donc, si vous êtes en train de réfléchir à l'achat d'un VTT électrique, on a envie de vous poser cette question, c'est quel est, selon vous, le critère le plus important dans l'achat d'un VTT électrique? Est-ce que c'est la capacité de la batterie, la puissance du moteur ou le poids? Et on va peut-être du coup parler de ces sujets dans les questions qui arrivent, parce qu'il y a une question qui a pas été posée et que du coup j'ai envie de poser, c'est sur le moteur et le couple moteur. Qu'est-ce qui est important, parce qu'on a souvent des informations sur la capacité de la batterie. Je pense qu'on y a déjà répondu. Et une information qu'on trouve régulièrement, c'est le couple du moteur. Alors à quoi ça sert et comment il faut le dire? Qu'est-ce qui veut répondre? Je pense que tout le monde est capable de répondre, mais qu'est-ce qui prend la main pour Comme tu veux, Igor. Tu me dis. Bon, bah, allez, je me jette. Ok, du coup, on va parler de couple. C'est ça d'abord. Qu'est-ce que ça représente le couple en usage? Ouais. En fait, le couple, si jamais vous ne faites pas forcément d'analogie avec la voiture, il faut se dire qu'en VTT, plus le couple va être important, plus la capacité à monter une pente raide va être atteinte et plus l'accélération ressentie sur le moteur sera forte dans les relances. C'est plus cette notion-là. La puissance, ça va être un peu la capacité à délivrer du couple dans la durée et à des cadences différentes, d'accord? Parce que la puissance prend en compte effectivement la cadence de pédalage. C'est comme sur votre voiture, hein, souvent quand vous voulez la reprise, ben, vous montez un peu dans les tours. Et puis un moteur par exemple qui a beaucoup de couple, ben, l'avantage c'est que même à bas régime, il va commencer à pousser. C'est un peu cette analogie-là qu'on peut faire avec la voiture. Donc le chiffre couple que vous regardez sur un moteur, il faut juste se dire, bon, ben, plus il est élevé, plus dans les relances, je vais avoir quelque chose qui va être très dynamique. Et puis, plus le chiffre est élevé, plus potentiellement, ça va me permettre de monter une pente raide. C'est vraiment les deux choses qu'il faut voir. Et donc, effectivement, il y a un peu un couple mini à dépasser selon le type de terrain que vous avez. En gros, si vous êtes en dessous des 50 Nm, c'est pas adapté pour la montagne. En dessous des 50 Nm, il ne faut pas dépasser les régions vallonnées. C'est pour ça que nos vélos moteurs roue arrière qui développent 42 Nm, on les met bien pour la région vallonnée. Et dès que vous avez du dénivelé, à partir de 60, c'est correct. Si vous êtes lourd ou pas trop sportif, monter à 70, c'est plutôt le minimum requis si je dois vous donner des repères. Ok. Et ce couple, il est disponible en permanence? Ou quand on dit 80 Nm, par exemple, c'est un pic ou... Non, c'est justement, en fait, le couple, il est toujours dans une plage de pédalage optimisée. Donc, comme on disait, il faut qu'on pédale idéalement autour de 60 tours minutes pour que le couple il soit bien là. Si on est plus bas, on aura moins de couple. Et si on monte à des calages de pédalage très hautes, ou soit en milieu arrière à des vitesses de rotation très, très fortes, là, on va, imaginons, c'est qu'une cloche. Il faut profiter du maximum on les met souvent sur les cadences de pédalage normales, on va dire. En fait, sur nos vélos de rando, la puissance maximum, elle est atteinte sur la plage entre 60 et 90 tours minutes de pédalage, qui sont vraiment les fréquences les plus classiques utilisées en randonnée. C'est là que vous aurez le plus de puissance. Et si on parle juste du couple, c'est à 65 tours minutes exactement que vous avez le couple maximum. Mais donc le couple au démarrage, parce que le moteur ne tourne pas assez vite,
ou alors quand vous êtes dans des cadences trop élevées, atteint, c'est pas du tout le couple maxi qui est revendiqué sur le moteur. Donc effectivement, de temps en temps, vous pouvez comparer deux moteurs dans un marché et les deux revendiquent 60. Et ben en fait, le ressenti en usage n'est pas le même. La finesse du comportement c'est plus précis que ça pour vraiment juger. Donc il y a de temps en temps des données commerciales. Vous pouvez vous dire juste que si ça dépasse les 50, je commence à être correct pour de la région montagneuse. Et si je suis en plus, par contre, un peu lourd ou pas très en forme, et donc j'ai envie d'avoir plus de support, il faut plutôt dépasser les 70. Ok, Voilà. Ok, super, merci. Je reviens je fais un petit retour en arrière concernant les batteries. On a une question sur la batterie. Alors peut-être que c'est des choses qu'on n'a pas forcément abordées, mais ça concerne la mise en service. On a souvent entendu qu'il fallait vider complètement la batterie et la recharger complètement ensuite. Donc ça, est-ce que c'est une croyance ou est-ce que c'est vrai? Et ensuite, si la batterie est à la moitié de sa capacité, une fois qu'on a fini sa sortie, est-ce qu'il faut la recharger complètement? Oui ou non? Qu'est-ce qui prend? Zigor. Pour la première question, en fait, c'est un héritage. On se rappelle tous des premiers téléphones portables qu'on avait, que pour activer la batterie, il fallait faire un cycle complet. Ça, c'était lié à la technologie chimique de la batterie de l'époque. Là, non. Là, les batteries, il y a beaucoup évolué. Les batteries, ça arrive, ils sont prêts à rouler. Donc, vous l'activez. Donc, il y a une procédure d'activation de la batterie, ça, c'est vrai. Et après, vous pouvez commencer à rouler normalement, faire des cycles de charge et décharge normales. Comme on a dit avant, si vous, en fin de sortie, vous avez 50% de charge, il faut pas nécessairement la rebrancher. Non, il va se stocker mieux à moitié charge qu'à pleine charge. Et surtout, il ne faut jamais la laisser à vide. Si vous rentrez, elle est à vide, il faut la mettre à charger pour qu'il y ait un minimum. Ok. Donc, effectivement, la croyance de décharger complètement sa batterie sur la première utilisation, c'est plus adapté. Vraiment, le critère principal qui endommage une batterie, c'est de la vider complètement. Pour le coup, c'est bien la même chose pour une voiture. Il ne faut jamais emmener son réservoir vide à sec. C'est pareil, c'est pas bon. Ok. Donc, en fait, un VTT électrique, c'est une voiture hybride avec deux moteurs. Un cycliste et un moteur électrique. Qui arrive à rouler sans moteur quand même. Hein. Comment? Qui arrive à rouler sans moteur quand même. Hein. Ouais, exactement. Bah si, le moteur du cycliste. A raison, Rémi, ça c'est un point important à dire parce que c'est beaucoup posent la question. Est-ce que si je tombe en panne matrice, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça se passe, c'est qui m'est arrivé dimanche. Et d'ailleurs, même à la Transv, et là c'était un peu plus dur, dimanche ça a été, c'est que votre vélo, il est un VTT classique, donc il peut continuer à avancer. Il y a tout qui va bien pour fonctionner, et vous avez une transmission, vous avez des roues, des freins, donc vous pouvez continuer à rouler en montée et en descente. La différence, c'est que vous avez un vélo qui, à la place de peser entre 10 et 15 kilos en grande ligne, il pèse plutôt proche de 25, entre 20 et 25. Donc forcément, vous avez beaucoup plus de poids à tirer, à mener avec vous. Et en plus, si vous êtes surtout en moteur central, ça dépend des moteurs, mais vous avez un peu de résistance, on va dire, au roulement qui vous pénalise un peu. Donc, vous continuez à avancer sans problème, mais je peux vous assurer que vous roulez beaucoup moins vite. Surtout, ça va vous faire drôle quand vous passez d'une assistance à pas du tout d'assistance. Mais vous pouvez rentrer à la maison. Pour relativiser, imaginez-vous que les moteurs, c'est comme si quelqu'un d'autre pédalait avec vous. C'est, au lieu d'avoir 2 jambes, vous avez 4. Donc, quand il y en a 2 qui partent, vous le sentez. Mais vous pouvez continuer à pédaler. On peut rentrer à la maison à condition qu'elle ne soit pas trop loin. Ok, donc on arrive dans les 10 dernières minutes. Je vous propose de retourner sur l'onglet sondage pour le dernier sondage de la journée, de l'heure. C'est une question assez simple. Est-ce que vous seriez prêt à passer au VTT électrique, puisqu'on vous a demandé si vous en aviez et la grande majorité n'était pas encore équipée. Et là, est-ce que ça vous a convaincu ou est-ce que vous étiez déjà convaincu? Si c'est le cas, vous répondez oui. Si c'est pas le cas,
vous avez le choix de répondre non, non, pas encore. Donc voilà, il reste 10 minutes, on reviendra en fin de session. On a des questions, encore une question sur le IST 900, sur nos produits, donc une double question. La première, c'est pour un usage alors on hésite entre un Riverside 540E et un 900 pour un usage plutôt tranquille ville dans les chemins. Voilà comment est posée la question. Alors comment on va choisir son vélo? Là c'est plutôt c'est un cas particulier, mais on peut en faire un cadre général puisque là on peut parler de la différence de position sur le vélo en fonction de l'usage. Donc là dans ce cas précis, un usage tranquille en ville et en tout chemin, est-ce qu'on va prendre le 540E ou le IST 900? C'est déjà dans la formulation de la question qu'il y a la réponse, c'est-à-dire que si vous utilisiez, on va dire, plutôt sur des terrains faciles, avec une motivation qui est plutôt de soit vous déplacer, soit prendre du plaisir, partager de façon, on va dire, plutôt calme, justement en loisir. Forcément, le Riverside, il est plus adapté parce que il y a des roues, des pneus plus fins, des roues un peu plus grandes, voilà, et une position qui est adaptée à ça, notamment avec l'inclinaison de votre buste. Ceci étant, les rockriders peuvent le faire aussi, tous les VTT peuvent le faire aussi. C'est un peu comme acheter, encore une fois, on fait l'anecdote avec le parallèle avec les voitures, c'est comme acheter un 4x4 ou un SUV, bien sûr qu'ils peuvent rouler en ville. Est-ce que sont les voitures parfaites pour le faire? Ben non. Par contre, le jour où vous voulez partir à l'aventure ou hors de route, de chemin connu, ben forcément, vous avez quelque chose qui vous permet de le faire. Donc, si vous voulez découvrir un peu plus le tout-terrain et peut-être 1 ou 2 fois par an, quand même faire une sortie VTT, ben, alors pourquoi pas passer sur un IST 520, 900, notamment si vous habitez à la montagne, parce que comme on a expliqué tout à l'heure, ben, c'est un moteur central avec un couple beaucoup plus fort et donc va vous inciter plus. En revanche, si vous habitez plutôt en plaine ou en colline et vous voulez vous balader tout simplement, ben, le Riverside, il est plus adapté. Super, merci Raph. Et une autre question sur l'IST 900, est-ce que le moteur est configurable? Alors, aujourd'hui, on peut changer le comportement de l'assistance. Par contre, ça se fait de manière câblée aujourd'hui. Donc, il faut vous rendre en atelier. Aujourd'hui, un technicien peut, à l'aide de l'outil de diagnostic, se connecter sur le vélo et changer le comportement du vélo pour vous. Ça fait partie des menus qui sont disponibles. On est en train de travailler des solutions qui seront rétro-compatibles pour que ce soit faisable par le client, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc ça j'imagine, Rémi, c'est des choses qui sont faisables sur tous les moteurs de toute la gamme, où il y a certains moteurs qui ne permettent pas de le faire? Alors aujourd'hui, nos techniciens sont formés pour le faire sur nos vélos moteurs centraux. C'est faisable aussi sur nos vélos moteurs roues, mais il n'y a pas de ce type de formation de prestation qui est disponible en magasin. C'est vraiment des comportements préconçus, préétablis sur lesquels ils peuvent cliquer. Donc le niveau de modification possible sur le niveau de support, le niveau de dynamisme, les accélérations, c'est faisable que sur nos vélos moteurs centraux, IST 520 900. Ok, d'accord. Donc on peut le faire sur les moteurs centraux. Et ça va servir à quoi de reconfigurer le moteur? Là, c'est si le comportement d'origine de l'assistance en fait satisfait pas l'utilisateur. En fait, on a travaillé selon le modèle de vélo, on a 3 ou 4 modes d'assistance. Sur nos vélos avec 4 modes d'assistance, qui peut arriver, par exemple, le mode économique, il n'y a pas tout à fait assez de support parce qu'on est une personne qui est peut-être un peu lourde par rapport à ce qu'on avait estimé. Et donc, lui, le mode éco, il aimerait qu'il pousse légèrement plus. Et s'il passait dans le mode d'après, il dirait, bah non, là, je consomme trop, je suis trop assisté. Ça ne me permet pas de rouler avec mon groupe de potes qui, eux, sont en vélo classique, par exemple. Et pour autant, quand je suis en mode éco, j'ai pas tout à fait assez d'assistance. Donc, j'aimerais pousser le curseur de 40% de support à 50%.
et ben voilà le type d'affinement, de justesse qu'on peut aller chercher par ce type de modification. Après, normalement, avec le nombre de modes disponibles et les vitesses disponibles sur le vélo, je pense que 95% des utilisateurs retrouveront leur bonheur avec les modes préconfigurés. Mais c'est possible. Okay. Après, il faut faire attention parce que jouer avec tous les paramètres, en fait, c'est un compromis. On va plus aller chercher une assistance plus grande en mode éco, même à consommer plus. On va demander une réactivité, donc une mode d'assistance qui arrive plus vite. Très bien, mais attention, peut-être que le vélo, il va être un peu plus difficile à mettre en route sur des fonds pentes. Donc, il faut aussi, réfléchir un peu à ce qu'on veut modifier. Ça, il y a toujours le compromis assistance vs autonomie. Ouais, c'est un choix. Et il nous reste 4 minutes, donc on va commencer notre conclusion. Avant, je vous rappelle juste qu'il y a le dernier sondage. Êtes-vous prêt à passer au VTT électrique qui est en ligne? Donc dans l'onglet sondage, vous pouvez y répondre. Et pendant que vous répondez, j'aurai une question après. Ça peut servir de conclusion. Finalement, dans tout ce qu'on a dit, dans tous les échanges qu'on a eus, qu'est-ce qu'on doit retenir si demain on veut acheter un VTT électrique? Qu'est-ce qui est important de regarder? Quelle synthèse vous pouvez faire? Alors, je commence, après je laisserai terminer par Igor et Rémi. La première question, c'est comme pour n'importe quel autre produit, je dirais, en VTT, c'est qui vous êtes, c'est quoi votre motivation principale, et la deuxième, c'est où vous habitez. Ça, c'est les deux éléments principaux pour déjà donner des bons éléments, d'ailleurs, aux personnes qui sont en face, qui peuvent vous conseiller. Et par rapport à ça, forcément, on l'a expliqué à différentes reprises. Plus vous habitez à la montagne, plus vous avez besoin de faire des montées très raides, plus vous avez besoin d'un moteur coupleux. Donc normalement, au niveau un moteur central. Plus vous avez besoin, plus vous êtes dans une pratique engagée, plus vous devez vous diriger vers un tout-suspendu avec des capacités de franchissement plus élevées, avec certainement un moteur central, parce qu'un moteur suspendu, un vélo tout suspendu, il peut être compatible qu'avec le moteur central. Et là aussi, après, concernant la capacité, qui revient très souvent, ça dépend de votre durée moyenne de sortie, globalement, et aussi, encore une fois, de l'endroit où vous habitez. C'est-à-dire, plus l'endroit dans lequel vous habitez, il est raide, vous avez des montées très raides, des sorties, par exemple, de 3-4 heures avec 1500-2000 mètres de dénivelé, plus vous avez besoin d'une plus grosse batterie. En revanche, si vous habitez encore une fois à la colline, en moyenne montagne, et vous faites 1h30, 2 heures de sortie, pas besoin d'avoir des batteries énormes, parce que de toute façon, vous n'aurez pas besoin. Donc, question vraiment qui vous êtes et où vous habitez, et ensuite, les solutions techniques arriveront vous donner la bonne solution. Super, merci Raph. Rémi? Non, du coup, on a rajouté, on a l'air d'avoir un bon chef de produit, donc moi je m'incline. Du coup, ça tombe bien, ça permettra de libérer la nounou dans les temps. 17h. Après, un conseil de plus, c'est les produits qui vite, il peut être très complexe. Donc, je choisissais ici un produit que vous comprenez, que vous vous sentez à l'aise avec tous les boutons, toutes les fonctions. Parce que quand vous êtes en train de dérouler, vous devez réfléchir à merde, j'ai oublié comment faire plus ou moins. Non, il faut que vous le compreniez et que c'est cet automatisme à trouver. Merci Zigor. Et on est donc du coup à 17h59, juste le temps de faire le point sur le dernier sondage. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc aujourd'hui, êtes-vous prêt à passer au VTT électrique? Et donc on a 90% de oui, 1% de non. Donc on va dire qu'on a plutôt un public qui est fan et qui a envie de s'y mettre. Donc finalement ça tombe bien. J'espère que
J'espère que c'est un petit peu grâce à nous que vous êtes prêts à passer à l'électrique, et j'espère que vous choisirez un vélo chez Decathlon. En tout cas, on serait ravis de le savoir. Voilà, mais c'est le moment de conclure. Donc moi, je voulais vous saluer, vous remercier encore une fois pour votre présence, et vous rappeler donc que ce webinaire sera disponible en replay sur tous les médias que j'ai énoncés tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à le partager autour de vous. Voilà, il me reste plus qu'à vous dire au revoir. Bonne soirée et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.